Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Africa Télévision. Merci pour votre fidélité. Dans la lutte contre la corruption, nous partons d'échec en échec et tout va de mal en pis. La corruption au Mali est présente partout et presque personne n'échappe à ces lois. Et si on en parlait au moins partout et chaque jour? Mesdames, Messieurs, dans votre émission politique de débat de ce soir, la corruption au Mali, veut-on vraiment combattre le fléau? Avec le professeur Clément Dambélé, professeur de sciences politique, grande figure de la lutte anticorruption au Mali. Professeur Dambélé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Robert. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Je vous en prie. Notre second invité est M. Babarou Bokoum, secrétaire politique du parti SADI. M. Bokoum, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir. Merci beaucoup. Et notre troisième invité est M. Chekne Kamara, président de la plateforme citoyenne Les Bâtisseurs. M. Kamara, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Dissa. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Enfin, notre quatrième invité est M. Dr Aboubakar Sidik Fomba, président de l'ADPM, Alliance démocratique du peuple malien. Dr Fomba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Les honneurs vous. D'accord, merci beaucoup, docteur Fomba. Professeur Dambélé, alors nous allons partir directement. Dites-nous quelles sont les causes de la corruption au Mali selon vous. Merci, M. Robert Dissa. Au Mali, les causes de la corruption se tournent autour d'un certain nombre d'axes. Mais il n'y en a pas beaucoup. C'est d'abord la détérioration des valeurs culturelles en faveur d'une société de paraître. Nous sommes devenus une société dont le paraître a plus de valeur sociologique que l'être. Tout le monde veut paraître bien, tout le monde veut avoir beaucoup plus, la maximalisation du profit a fait que nous sommes devenus une société où les gens sont plus ou moins tentés vers le matériel et moins vers la spiritualité et la moralité. La deuxième chose, c'est la cupidité et l'arrivisme sans limite. Vous savez, nous sommes devenus une société où la plupart des gens sont devenus cupides, et la plupart des gens vont arriver et sans fin. Donc on veut toujours maximaliser, on veut toujours ramasser le maximum de bien. Et on ne devient plus fonctionnaire dans ce pays parce qu'on aime son pays, parce qu'on veut devenir fonctionnaire. On rentre dans la fonction publique pour voler, pour prendre le maximum, pour paraître le plus grand. Peut-être que c'est un héritage colonialiste, certains diront, mais je pense que c'est un héritage de l'évolution, de la mauvaise évolution de notre société dans sa structure interne et dans son état psychosociologique. Ensuite, il y a aussi l'incompétence. Vous savez, nous sommes dans une société où la plupart de ceux qui se font passer pour compétents sont réellement des incompétents parce qu'il n'y a pas d'actualisation de la connaissance et du coup qui fait qu'à un moment, en cachant son incompétence, on essaie de porter la robe du paraître pour apparaître plus grand, pour apparaître plus fort. Il y a aussi l'impunité, M. Robert. Et ça, c'est là où le danger guette. C'est que nous sommes aujourd'hui dans un pays où l'impunité est devenue une loi. L'impunité est devenue une règle d'or. L'impunité au Mali est devenue du plus haut niveau. Depuis le sommet de l'État jusqu'aux petits fonctionnaires catégorie C2, tout le monde vit dans une sorte d'impunité. C'est dans ces pays où on voit des gens, Robert Dissa, qui volent, qui se vantent de voler. Vous voyez, vous rencontrez souvent des fonctionnaires milliardaires qu'on les appelle des enfants dont les mamans sont des femmes dévouées, musulmanes. Vous voyez aujourd'hui un fonctionnaire dans certains secteurs d'activité qui deviennent des milliardaires, qui deviennent des millionnaires, qui en 2 ans, dont le salaire moyen ne dépasse pas 225 000 francs CFA, pour ne pas citer le cas des douaniers, parce que je n'ai rien contre les douaniers, mais si on prend le cas des douaniers, on sait très bien que parfois il y a certains douaniers, pas tout le monde, mais certains douaniers au bout de 2 ans construisent des immeubles. Quand tu es payé à 200 000 francs CFA et que tu construises un immeuble qui coûte 100 millions, 200 millions, quand tu es médecin, que tu construis une villa à 70 millions, quand tu es un fonctionnaire, un PDG dans une entreprise et que tu touches peut-être 1 million maximum, une entreprise d'État, et que tu arrives à envoyer 10 personnes à la Mecque, la même année tu es en train de construire à ACI, dans l'impunité totale, quand le vérificateur général fait son rapport, quand le contrôleur de l'État ne peut arrêter personne, quand l'OCLI est là depuis 5 ans dans l'inactivité totale, quand les affaires arrivent à la Cour suprême entachées de corruption, quand au Mali, dans la justice, quand tu viens au tribunal, tu dois savoir combien tu as dans ta poche pour aller acheter le verdict, nous sommes dans l'impunité totale et tout le monde vole
Et tout le monde pense que voler, c'est ça la fierté. Donc nous sommes dans l'impunité. Les lois au Mali aujourd'hui ne servent absolument à rien contre la corruption. On en discutera parce que nous sommes dans un pays où tout le monde fait tout et n'importe quoi dans cette affaire de corruption. Merci beaucoup, professeur Damélé. Monsieur Bokoum, les causes selon vous de la corruption, en plus des causes évoquées par... en plus, bonsoir déjà. En plus des causes citées par le professeur Clément tout à l'heure, en dehors du désir de paraître, il faudrait aussi rajouter le fait du système. C'est-à-dire qu'il y a des moyens de fonctionnement de l'État qui sont également des facteurs qui aggravent la corruption au Mali. Je m'en vais vous donner des exemples. Vous avez au niveau de l'instabilité administrative. Au Mali, nous avons une instabilité chronique du point de vue administratif. Vous avez depuis 1992, je pense depuis 1992 au Mali, chaque mercredi, chaque conseil des ministres, on voit les chapitres au chapitre de mesures individuelles, des nominations on fait et on défait. Vous savez, dans un pays, lorsque au niveau de l'administration, il est impossible que l'on puisse laisser les fonctionnaires ou les commis de l'État travailler librement et que, en venant, étant nommé, on a en tête déjà qu'on est là pour 2 mois, 3 mois, voire 6 mois maximum à la tête des services et départements dont on est nommé. Et donc cela est un facteur qui fait que celui qui est nommé ne vient plus pour la cause publique, mais la première des choses déjà, c'est de se trouver un moyen de se faire. Parce qu'il sait très bien que lorsqu'il est limogé du poste, il va au garage. Ça, c'est un premier facteur qui aggrave la corruption dans nos structures étatiques. Et après, vous avez également le fait que dans ce pays, déjà, on a joué sur la pauvreté, sur la misère des fonctionnaires. Et donc, en essayant de regarder sur ce paramètre, on se rend compte que, dans un premier temps, la corruption a été déjà engendrée par le fait que le fonctionnaire lui-même est dans l'incapacité de pouvoir se prendre en charge, de prendre sa famille en charge, se trouve dans le besoin d'aller puiser de l'argent quelque part pour avoir au moins sa dignité. Et donc ça, c'est un facteur sur lequel il faudrait également, qu'il ne faudrait pas négliger. Et vous avez également le niveau où l'État s'est désengagé de tout, de l'école, a laissé le fardeau de l'école sur le dos du contribuable et que chaque famille malienne, chaque enfant, chaque professeur, chaque enseignant ou militaire est obligé de mettre, quand vous avez 5 enfants, vous êtes obligé de mettre à peu près 1 ou 2 millions, voire 3 millions pour certains, pour pouvoir envoyer son enfant dans les écoles privées, parce qu'on a mis les gens dans une situation où ils sont dans l'incapacité d'avoir d'autres choix que de choisir l'école privée, qui est aujourd'hui en bon état, plus que l'enseignement public qui a été complètement délaissé par l'État malien. Et donc, quand vous prenez sur le plan de la santé également, l'État s'est désengagé à tous les niveaux. Et donc, on est arrivé aujourd'hui à un niveau où la corruption, et je ne sais pas si ça fait partie des raisons, mais ça a permis à la Banque mondiale de s'incruster dans nos affaires intérieures, dans la gestion de nos fonds, et nous imposer des ajustements structurels à tous les niveaux et qui ont contribué à la paupérisation, à la disparité entre les régions, à la destruction de nos tissus sociaux. Et aujourd'hui, nous vivons les conséquences de cela. Donc la corruption au Mali, je pense que la situation malienne, la corruption étant un acte perverti, qui est un acte perverti, qui est notamment une synchronisation entre 2 hommes ou des groupes d'hommes, dans le but d'obtenir des avantages et des trucs, mais il n'empêche que le mot est plus civilisé pour le cas du Mali. Parce que le Mali, non, le mot est plus civilisé pour le Mali. On ne peut plus parler de corruption au Mali. C'est devenu un pillage systématique des biens de l'État. De ses biens, de son trésor, de ses domaines de l'État, de tout ce qui constitue bien public au Mali, au-delà de ce qui appartient à l'humain, a été aujourd'hui, est devenu chose qui est accessible à des gens en toute impunité. Ils se servent comme ils veulent et organisés en bande entre élites politiques, administrateurs et vous avez également des commerçants qui sont là pendant des décennies à prendre tout ce qui appartient à l'État, les terres et les domaines, même les domaines de l'armée. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation aujourd'hui dont la catastrophe, les situations sont là et les conséquences aujourd'hui nous en reviendront. Et donc tout ce qui résulte de la situation actuelle du Mali est né de la corruption
et la corruption qui a évolué vers le pillage systématique de l'État. Et ce pillage aujourd'hui est en train de ruiner le pays et de le mettre en lambeaux. Et donc, par rapport à ce qui se passe au Mali, la corruption est même trop petite. C'est un mot civilisé. Okay, je trouve que c'est un mot civilisé pour le cas du Mali. Il faut aller même au-delà de la corruption, parce qu'il y a pire que la corruption selon vous. C'est pire que la corruption. Monsieur Camara, en plus des causes évoquées, quelles sont selon vous alors d'autres causes et d'autres facteurs qui aggravent la corruption au Mali? Merci M. Dissa, merci à Africable et à l'ensemble de vos téléspectateurs. Merci. Je crois que le professeur Clément et M. Bokoum ont avancé beaucoup de causes de la corruption. Je ne reviendrai pas sur ces causes évoquées. Mais globalement, je dirais que la corruption alors, est liée simplement à ce qu'on pourrait appeler une faillite de l'éducation. Vous savez, une éducation, elle est essentiellement basée sur un ensemble de normes, de valeurs, de comportements qu'on doit déjà inculquer à l'enfant à la maison, aux citoyens dans la rue, à l'école, au service public. Mais lorsque l'éducation faillit, alors ça crée toutes sortes de perversions. Et je considère que, n'est-ce pas, le fait de la corruption, c'est-à-dire cette généralisation de la corruption, est lié déjà à cette faillite de l'éducation. Cette faillite de l'éducation a eu comme corollaire la régression des valeurs. Vous savez, voler ne peut pas être une norme. Tricher ne peut pas être une norme. Magouiller ne peut pas être une norme. Mais lorsque les gens peuvent voler sans en avoir honte, lorsqu'ils peuvent tricher sans en avoir honte, lorsqu'ils peuvent s'adonner à la magouille, à la combine, sans en avoir honte, ça veut dire quelque part que les valeurs ont sérieusement régressé sur le plan moral et même sur le plan religieux. Parce que quand on prend un pays comme le Mali, on dit que nous sommes 100% religieux, 90% musulmans, n'est-ce pas, 5 ou 6% chrétiens et d'autres religions, mais rarement vous trouverez un athée au Mali. Même celui qui se dit athée, vous verrez dans son comportement de tous les jours qu'il croit en quelque chose, n'est-ce pas? Donc, si les croyances étaient aussi sincères, si la religion se vivait au-delà du discours, au-delà des incantations, il est clair que, n'est-ce pas, alors la corruption n'aurait pas pu atteindre la dimension qu'elle connaît aujourd'hui. Et aussi, bien entendu, la perception puisque en général, quand on évoque les phénomènes de la corruption, on s'attarde beaucoup plus sur, n'est-ce pas, la corruption dans le milieu des fonctionnaires. Mais n'oublions pas que les fonctionnaires sont les enfants de ce pays. Ils sont nés ici, ils ont grandi ici, ils ont reçu l'éducation que nous leur avons donnée, les valeurs que nous leur avons inculquées. Mais même à ce niveau-là, je crois que quelque part, il y a l'héritage, n'est-ce pas, de la perception qu'on a, que le colon nous a légué, à savoir que, n'est-ce pas, on devient fonctionnaire pour s'imposer, pour imposer alors ses caprices et sa volonté à la population, pour spolier la population, pour exploiter la population, pour exproprier la population. Donc cette mentalité, ces pratiques coloniales, alors que l'administration, dont l'administration, n'est-ce pas, a été habituée à un certain moment donné, même après, n'est-ce pas, la colonisation, c'est cette mentalité du fonctionnaire qui est là pour se servir au détriment de la population et non pour servir la population, du fonctionnaire qui est là pour imposer ses caprices et sa volonté. Déjà, n'est-ce pas, le fait d'être fonctionnaire, on ne se voit pas comme étant un serviteur, n'est-ce pas, des citoyens, mais on se considère comme alors un citoyen au-dessus de la norme, alors, n'est-ce pas, qui a droit à des avantages, qui a droit à des privilèges, qui a même, n'est-ce pas, le droit d'imposer, d'en imposer aux citoyens qu'il est censé servir. Donc, un dernier point, c'est aussi, n'est-ce pas, la prime à la médiocrité peut être un facteur de corruption. Lorsque dans un pays ou dans une société,
on préfère faire la promotion, n'est-ce pas, des médiocres et au détriment des meilleurs, alors ça peut pousser véritablement, n'est-ce pas, à aller vers ces phénomènes pervers de la corruption. D'accord, merci Monsieur Camara, docteur Fomba. Problème de paraître que d'être et d'impunité selon le professeur Dambélé. Fait de système instabilité administrative selon M. Bokoum, faillite de l'éducation, régression des valeurs selon M. Camara, et pour vous? D'accord, je remercie les téléspectateurs et mes co-débatteurs par rapport à cette question très importante. Moi, je vais un peu au-delà de ça. Vous savez, en 91, lorsqu'on a lutté pour l'avènement de la démocratie, on parlait du Kokadje. À notre grande surprise, à la place du Kokadje, on a bénéficié d'une démocratie que j'appelle la kleptocratie. C'est du vol. Avec la construction d'une alliance hégémonique autour d'un président qui a tous les pouvoirs de nomination des fonctionnaires, des militaires, tout. Avec ses alliés politiques qui s'accaparent de l'ensemble des ressources du pays, transformant tous les services en un fief ou une boîte de sous pour pouvoir préparer les élections à venir et protéger leurs alliés. Et on a pris en otage notre pays comme ça, avec un certain nombre d'individus qui ont pris le pays en otage, où nous avons assisté à des fonctionnaires millionnaires qui sont des actionnaires dans beaucoup d'autres domaines. Et vous comprenez avec moi que ce système démocratique a institutionnalisé la corruption, de telle sorte qu'on a bénéficié d'un système démocratique qui a diffusé le clientélisme et qui a décentralisé la corruption, de telle sorte que, y compris les fonctionnaires, les cadres sont obligés de se prostituer pour avoir de la place. C'est les politiques qui gèrent et c'est l'affaiblissement de l'opposition. Tout le monde recourt vers le pouvoir en place parce qu'il a les moyens de faire tout, il a les moyens de s'accaparer de tout. Et vous allez voir que ce qui est encore très grave, il y a l'administration systématique des 10% du marché public qui n'est pas juridique, qui n'est recommandé nulle part, que quand vous avez un marché public, il faut les 10%. Ce n'est jamais écrit nulle part dans un document au Mali. Et vous allez constater que dans ce genre de situation, tout ce que nous sommes en train d'imaginer viendra. Parce qu'à partir de cet instant, l'État devient la vaste laitière. On va s'accaparer de cet État. La politique devient la voie la plus facile pour être au haut sommet. Et les politiques ont les moyens de faire ce qu'ils veulent. Ils ne sont plus redevables à cette population. Et le président ayant tous les pouvoirs en main, il n'y aura même plus un régime semi-présidentiel. C'est ce qu'on appelle, on appelle ça le présidentialisme, qui fait que même les autres institutions n'ont plus une autonomie. L'Assemblée devient une caisse de résonance, la justice devient liée au président de la République, toutes les institutions sont dans sa main, il a un pouvoir important, lui, avec ses alliés, et de telle sorte qu'on maintient le peuple dans un dynamisme où la société civile, devant jouer le rôle de contre-pouvoir à travers ses représentants, sont déjà en train d'exécuter ce que le pouvoir veut et non ce que la population veut. Donc on se trouve dans un contexte qui a été créé par ce système démocratique qui constitue notre combat. Et tant qu'on a ce système qui est là, où nous avons des institutions qui ne brillent pas, tout fonctionne en fonction des politiques, on ne peut que s'attendre à ce genre de phénomène. Donc je dirais tout simplement, pour conclure, que nous avons un système démocratique qui a instruit la kleptocratie, le vol à ciel ouvert, avec le favoritisme, le népotisme, tout ce que tu veux. Et avec l'achat des consciences, avec des voix achetées, où on se retrouve avec des maires, qui que ce soit, même ces partis politiques qui ont des fonds, il n'y a jamais eu d'audit des fonds alloués à ces partis politiques et à qui que ce soit. On nomme les ministres comme ça, sans probité, rien, tout le monde est là. Donc vous allez constater que dans ce genre de pays, où il n'y a pas de règles, où tout est fait en fonction d'une personne, où c'est la seule personne qui a le monopole de la règle formelle du jeu démocratique,
il va sans dire qu'on se retrouve dans de telles situations. D'accord, merci docteur Fomba, professeur Dambélé. Il existe au Mali beaucoup d'instruments juridiques de lutte contre la corruption. Alors, pouvez-vous nous en parler un peu plus et quelle appréciation portez-vous sur ces différents instruments quand nous savons que malgré leur présence massive, ces instruments n'ont pas pu nous permettre en fait de contrôler les phénomènes de façon considérable? Merci beaucoup. Il y a un certain nombre d'organismes qui sont là au Mali. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont là au Mali pour lutter contre la corruption et l'enrichissement illicite. On prend le cas de l'OCLEI, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite qui se trouve place Khan Amdalaï, à CI, qui est géré par M. Moumouni Digo, qui est plutôt Moumouni Guindo, qui est magistrat, et ils sont composés de 12 membres. Leur travail, c'est l'enregistrement de toutes les déclarations de biens. Aujourd'hui, nous sommes à 8000 fonctionnaires, à peu près selon le CLI, et nous sommes à 8000 fonctionnaires. D'ailleurs, nous, on a porté plainte il y a juste une dizaine de jours. Donc, le 5 juillet dernier, on a porté plainte contre tous ceux qui n'ont pas déclaré leurs biens au Mali, alors qu'il y a la loi numéro 0015 de 2014, du 27 mai 2014, qui a été votée et signée promulguée par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Donc, l'année 2014, c'était l'année de la lutte contre la corruption. Et cette loi, elle est là, elle n'est pas appliquée. Au vu aussi de tout le monde, et tout le monde va bonnement à ses préoccupations, alors qu'il y a une loi qui dit clairement que les préfets, les élus communaux, les élus régionaux, les députés, les ministres, le président de la République, le président de la Constitution, tout ce que vous imaginez, ils sont 8000 personnes maliens qui doivent déclarer leurs biens. Tous ceux qui ont un lien direct ou indirect avec la gestion de l'État doivent déclarer leurs biens. Il y a quelques-uns qui ont déclaré leurs biens, d'autres ne l'ont pas fait, mais depuis 2014, ça doit se faire et personne ne le fait. Donc nous avons porté plainte le vendredi 5 juillet. Nous, c'est-à-dire? Nous, c'est la plateforme contre la corruption et le chômage PCC. D'accord. PCC, c'est une plateforme qui regroupe aujourd'hui à peu près 300 associations. Nous avons porté plainte auprès du procureur général pour que cette déclaration de biens soit appliquée, c'est la loi. On ne demande pas de faveur, on demande simplement l'application de la loi. Mais revenons maintenant après le CLEI. Il y a le CASCA qui est là, il y a le vérificateur général qui est là, il y a le contrôleur de l'État qui est là, il y a aussi les pôles économiques qui sont là. Donc il y a tout un armada d'organismes présents au Mali, mais complètement inefficaces. Pour 3 raisons. La première raison, c'est que ces organismes ne sont même pas fonctionnels. Par exemple, je prends le rapport du vérificateur général précédent. Pas celui-là qui est le rapport le plus catastrophique de l'histoire. Et je pensais que le lendemain, IBK allait mettre certaines personnes à la prison de Kenyoroba qui est en construction avant que ça termine. On attend la réaction d'Ibrahim Boubacar Keïta. Et j'espère que c'est le bon moment pour lui de rentrer dans l'histoire du Mali et de montrer que ce qu'il a dit aux Maliens, la promesse qu'il a faite aux Maliens, de dire que ce sera mon combat, c'est le combat de ma vie, je suis le descendant de Souniata, IBK mettra en prison certains hommes corrompus de ces pays parce qu'il est en train de construire la prison de Kenyoroba et j'attends que ceux qui vont inaugurer là-bas, ce sont des hommes corrompus de ces pays. Quand on revient, le problème c'est que dans ces pays-là, aucune organisation, aucun de ces organismes ne partage les données. Ils ne sont pas rattachés à une base de données. Il n'y a aucun système de partage de données, ils ne sont pas liés à une base de données d'information. Eux-mêmes ne travaillent pas ensemble. Ils ne travaillent pas ensemble, chacun fait son travail de son côté de façon inefficace. Deuxième problème, c'est que lorsqu'ils entament des démarches, ils sont bloqués par une mauvaise volonté politique, la mauvaise gouvernance dans ce pays. Vous savez, il y a des gens qui sont intouchables dans ces pays. Il y a des gens dont il ne faut pas parler. Quand un ministre vole des milliards, au Mali, il ne peut pas aller en prison parce qu'il est ministre. Quand un député vole, il a l'immunité. Quand on dit qu'il y a ci, il y a ça dans ces pays, on ne peut pas toucher. Donc tout le monde devient intouchable et finalement tout le monde est devenu voleur. Et finalement, quand quelqu'un veut prendre une personne, on dit mais toi aussi tu as volé, donc si tu me tues, tu m'arrêtes, je vais parler. Donc voilà le fait le plus simplement exprimé qui fait que ces organismes sont inefficaces. Ces hommes qui sont là ne font pas le boulot, on leur paye des millions, ils gagnent de l'argent, ils roulent dans les voitures de l'État, ils ont le carburant de l'État, ils sont sous les climatisations de l'État. Les contribuables maliens, on continue à les sucer le sang, on paye des gens pour lutter contre la corruption et chaque année la corruption s'aggrave. Pour vous donner une idée, un ordre d'idée, et puis vous allez vous laisser parler, au Mali, chaque année, Robert dit ça,
Quand on prend le rapport du vérificateur général, Afrobaromètre, on prend Frédéric Ebert, on prend Casca, on prend le contrôleur de l'État, on prend la Banque mondiale, le FMI, on prend le rapport des Norvégiens, on compile tout ça, on tombe sur la somme de 250 milliards détournés chaque année au Mali. On vole dans ces pays 250 milliards de francs CFA. Vous savez à quoi ça peut servir? On en parlera, ça peut servir à construire des hôpitaux, des écoles, beaucoup de choses, mais 250 milliards sont volés impunément dans ces pays au vu au su de tout le monde. Un pays dont l'accord politique tout récemment du gouvernement de Boubou précise que la lutte contre la corruption, ce sera son cheval de bataille. Ibeka dit que son dernier mandat, son deuxième mandat cette fois-ci, il va lutter pour deux choses. Pour la jeunesse malienne, dont on commet le crime contre l'humanité de la jeunesse malienne par la corruption, et ensuite 250 milliards volés en train de boire le sang des Maliens. Et j'attends le résultat. J'attends que Ibeka va enfin se réveiller et taper très fort pour qu'il rentre dans l'histoire. Merci beaucoup, professeur Dambélé. Monsieur Bokoum, visiblement, il y a beaucoup d'instruments de lutte contre la corruption qui ne marchent pas. Pourquoi, selon vous? Il faut dire à professeur qu'Ibeka a loupé la porte de l'histoire depuis. D'accord, on y va. Je crois que nous ne sommes pas là ce soir pour parler de Ibeka. Non, mais c'est le chef de l'État. Parlons de la corruption, on parle de la corruption dans un État qui a un chef. Et donc, vous ne pouvez pas soustraire le chef de la responsabilité collective et de la responsabilité de l'État dans ce qui se passe dans un pays qui se dit État de droit et démocratique. Donc, vous savez qu'au Mali, déjà, il est important de signaler que toutes les structures étatiques, en fait, il n'y a pas d'État. C'est-à-dire, à chaque fois que l'on pose un problème au Mali, depuis des mois ou des années, on est en train de discuter, mais tout revient à l'absence de l'État. Les structures de l'État sont devenues des structures privées. Vous prenez la police tout de suite. Chaque matin, quand le policier sort, son premier rôle est de pouvoir déjà faire sa recette. À tort ou à raison. Parce que cela également s'explique par le fait que chacun se retrouve dans un système où vous faites un choix. Soit vous disparaissez ou vous obéissez au système. Et donc c'est pourquoi il y a des volets de la corruption où il faut faire extrêmement attention là-dessus quand on traite le sujet, parce qu'il est très délicat. Il a tellement enraciné dans notre société aujourd'hui que c'est devenu le moyen de redistribution de la richesse au Mali. Et donc vous avez ces structures, quand vous prenez le douanier, la priorité, c'est d'aller faire sa recette. Vous partez aux impôts ou n'importe où, chaque structure de l'État, au-delà de la mission qui lui a été confiée, déjà part sur une logique de faire déjà sa recette journalière. Donc c'est devenu privé. Alors qu'on sait très bien que en matière pénale, la corruption vise 3 catégories de personnes, ceux qui sont dépositaires des forces publiques, et ceux qui sont sous mandat, qui ont le mandat du peuple, et puis ceux qui sont à la charge des services, la gestion des services qui ont un rapport avec le, disons, public. Maintenant, quand nous regardons cette situation, on a mis sur place un arsenal juridique impeccable ou institutionnel. Le Mali dispose, il faut le reconnaître, des véritables instruments de lutte contre la corruption. Mais seulement que ces instruments sont devenus des moyens de chantage. C'est des moyens de chantage, c'est des moyens de rançonner, c'est des moyens de racketter. Parce qu'au lieu que ces structures aillent faire des contrôles pour essayer de trouver les moyens d'arrêter le saignement, ces structures constituent des dossiers en privé, vont aller faire dans une démarche solitaire et tout à fait secrète pour aller rencontrer des gens qui ont détourné, qui ont fait ceci, et après ils trouvent le moyen de s'arranger entre eux au détriment de l'État et du contribuable malien. Donc aujourd'hui, le problème du Mali, la lutte contre la corruption ou le problème de corruption, j'ai dit que c'est rentré à un niveau aujourd'hui où ce n'est plus une question d'institution, parce que vous avez parlé de l'eau clé, il y a le pôle économique, il y a également il y a une cellule d'information et voilà, un truc comme ça, d'information sur les finances et tout ça, qui est affilié au ministère des Finances, qui travaille également dans ce cadre. Vous avez les inspections. À l'époque, sous Moussa Traoré, avant l'avènement de la démocratie, il y avait un contrôle interne dans les services. Et ces contrôles internes étaient aussi très efficaces. Et ils étaient là tout simplement par concours, et ils n'avaient aucun devoir de relevabilité envers ceux qui étaient à la charge des affaires de l'État. Maintenant, quand on est arrivé à l'avènement de la démocratie, ils ont changé et ils ont créé des institutions elles-mêmes corrompues, dirigées par des gens corrompus. Et comment voulez-vous en ce moment trouver des mesures adéquates au problème de la corruption? Donc la conclusion aujourd'hui, c'est que Clément est en train de mener une lutte
ils ont dit qu'ils ont 200 listes, ils ont 200 personnes, mais ce n'est pas ça la solution. Vous pouvez les enlever, on va les remplacer demain. Il s'agit de s'emparer de ce système, de le défaire, et de défaire ceux qui le représentent, ceux qui l'incarnent, et de construire un nouvel État, pas en faisant couper des têtes, pas en coupant des têtes, contrairement à ce que les gens pensent, que le Sadi va venir au pouvoir. Il ne peut pas couper des têtes au Mali dans le cadre de la corruption. Mais on doit poser des cadres institutionnels favorables avec une transparence totale au sommet de l'État et une exemplarité qui permet aux uns et aux autres de voir en tout cas comment se passe la gestion de l'État et de donner une force à la presse et une force à la justice qui la permet de s'auto-saisir et de prendre en charge les questions de délits et de crimes. Donc je pense qu'en la matière aujourd'hui, il faut changer ce système qui est incarné par Ibrahim Boubacar Keïta. Merci Monsieur Bokoum. Monsieur Camara, beaucoup d'instruments de lutte contre la corruption, mais le mal persiste. Pourquoi alors ces instruments n'arrivent vraiment pas à nous donner des bons résultats, en tout cas des résultats à hauteur de souhait? Merci bien. Je voudrais d'abord rappeler que Ibrahim Boubacar Keïta est dans l'histoire. Il n'a pas besoin de poser des actes selon le goût ou le souhait de qui que ce soit pour entrer dans l'histoire. D'accord, allons-y. Ça, il faut d'abord apporter cette précision. Il faudra aussi apporter la précision que le phénomène de la corruption n'a pas commencé avec Ibrahim Boubacar Keïta. Et d'ailleurs que la corruption, si l'on s'en tient alors aux plus vieilles littératures de ce monde, est un phénomène humain. Je crois que c'est le philosophe Platon, ce n'est pas une croyance, c'est une évidence. Platon, dans la République, a réfléchi sur le phénomène de la corruption. Et il a poussé sa réflexion à un niveau tel qu'il a proposé que pour vaincre ces phénomènes de la corruption, il fallait interdire la propriété privée aux magistrats, c'est-à-dire aux fonctionnaires en charge de la gestion de la chose publique. Ça, c'est, n'est-ce pas, 400 ans avant Jésus-Christ. Pour vous dire que la corruption est aussi vieille que l'humanité elle-même. Maintenant, avec n'est-ce pas, les systèmes capitalistes, ce phénomène a pris une ampleur assez importante. Dès lors que, comme le professeur Clément l'a dit, l'homme ne vaut que par son apparence et non son être. Dès lors que les valeurs morales ne représentent absolument rien dans la société, dans la famille, au sein de l'État, alors, face aux sommes sonnantes et trébuchantes, dès lors que, n'est-ce pas, chacun religieux, homme politique, cadre de l'État, même, n'est-ce pas, l'honnête citoyen, entre guillemets, dans la rue, les citoyens ordinaires, plie, alors courbe l'échine face à ceux qui ont les moyens. Quand vous allez, n'est-ce pas, à la mosquée pour demander des bénédictions, c'est lui qui donne 1 million. Alors on se réfère à des sourates beaucoup plus longues et plus intéressantes du Coran que celui qui donne 100 francs. Donc, dès lors que, n'est-ce pas, l'argent devient la norme, la puissance financière permet, n'est-ce pas, d'avoir tous les droits, d'avoir tous les pouvoirs, d'avoir toute la considération, le respect. Il est clair que la notion, n'est-ce pas, de corruption va prendre une dimension extrêmement importante. Donc, cela dit, quand nous prenons, n'est-ce pas, l'histoire récente de notre pays, que ce soit le président Modibo Keïta, le président Moussa Traoré, le président Alpha Omar Konaré, Amadou Toumani Touré, je ne parlerai pas de la courte transition, n'est-ce pas, du président Dionkunda et actuellement le président, alors, Ibrahim Boubacar Keïta, chacun de ces présidents a été confronté au phénomène de la corruption. Ils l'ont dit eux-mêmes dans leurs propos. La question n'est plus une question d'institution. Les institutions, il y en a, elles sont nombreuses. Elles travaillent toutes. Elles produisent des rapports. Mais la vraie question, n'est-ce pas, c'est la question d'homme. C'est l'homme malien même qui est aujourd'hui en question. Maintenant, moi, je me dis que si nous voulons, n'est-ce pas,
que ces rapports produisent des effets, que les institutions produisent des effets, que, n'est-ce pas, la corruption soit, à défaut d'être totalement vaincue, réduite à sa plus petite expression, il nous faut véritablement procéder à une reconversion des mentalités. D'accord. La reconversion des mentalités, c'est-à-dire permettre aux uns et aux autres de comprendre que on n'a pas besoin d'être forcément riche pour, n'est-ce pas, apporter, alors pour servir alors sa société, pour servir sa famille, pour servir son pays. La reconversion des mentalités, elle est extrêmement importante. C'est compte tenu de l'impératif du temps, je n'entrerai pas dans les détails, mais si le besoin se fait sentir, on le fera. Le deuxième point, c'est qu'il faudra sacraliser le travail. Vous savez, dans ce pays, ceux qui refusent de travailler, vous allez dans nos familles, vous allez trouver qu'il y a 10, 15 personnes qui sont là, qui ne foutent rien. Mais tous vivent de manière parasitaire au crochet d'une seule personne. C'est des agents de la corruption. Vous allez, n'est-ce pas, alors dans les cérémonies, que ce soit des baptêmes, de mariage et autres. Même, n'est-ce pas, le plus grand des voleurs, le bâtard, je m'excuse de parler comme ça, mais on va le faire passer pour le plus grand héros de l'histoire de la famille, parce qu'il a les moyens de donner plus. L'honneur, la dignité, le respect, ça s'achète, ça se vend. Donc, même, n'est-ce pas, ce qu'on considère, c'est-à-dire que les valeurs dont nous sommes héritiers et qui faisaient la fierté de notre pays, ces valeurs-là aujourd'hui sont galvaudées. Donc, il faut sacraliser le travail. En sacralisant le travail, on enseignera véritablement, n'est-ce pas, aux uns et aux autres qu'on ne peut pas du tout s'enrichir sans travailler. D'accord, merci. Et le dernier point, si vous permettez, n'est-ce pas, c'est véritablement qu'on revienne à nos fondamentaux, c'est-à-dire la connaissance de soi. Qui nous sommes. Dans certaines, n'est-ce pas, dans nos sociétés, quand on se réfère à nos traditions, il y a, n'est-ce pas, des ethnies dans ce pays, alors au sein desquelles le mot vol est inexistant dans leur jargon. C'est-à-dire dans leur langage, voler, ça n'existe pas parce que c'est contraire à toutes les valeurs, à toutes les normes, à toutes les pratiques. Donc, mais si aujourd'hui, vous allez voir, n'est-ce pas, dans ces mêmes ethnies-là, des très grands voleurs. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus autre chose que ce que nous aurions, n'est-ce pas, nous aurions dû être, ou rester, n'est-ce pas, si l'on se réfère à nos valeurs traditionnelles. Merci, M. Camara. Docteur Fomba, les instruments de lutte contre la corruption ne fonctionnent pas. Pourquoi, selon vous? Moi, je dirais tout simplement, je me focalise toujours sur le système. C'est-à-dire qu'il faudrait que, tant que nous avons ce système, tant que nous ne luttons pas contre ce système-là, même si on a tous les instruments du monde au Mali, ça ne marchera pas. Ça ne peut pas marcher. Il faut combattre le système établi par cette démocratie-là, qui a maintenu le peuple malien dans une pauvreté extrême, qui a traduit le noble à n'importe qui, et qui fait qu'aujourd'hui, l'intégrité physique et morale du fonctionnaire n'est même pas protégée. Personne n'est respecté. Seuls les politiques ont le monopole. Vous ne pouvez pas comprendre aujourd'hui que nous, on a bafoué notre culture. Nos morales, les valeurs morales ont été effritées. De telle sorte que c'est le voleur qui est le plus important. Ils ont détruit la petite famille. Ils ont détruit l'idéologie. Ils nous ont fait comprendre que la voie la plus facile pour réussir, c'est la voie politique. C'est le système qui est là. Il faut détruire ce système qui n'a aucune relation avec nos valeurs sociétales. Quand vous voyez autant de Moussa Traoré, celui qui volait 10 millions était condamné à mort. Mais après, on a abrogé cette loi. Aujourd'hui, il faut aller sur le terrain de l'exemplarité. On distribue de l'argent n'importe comment. Et on distribue de l'argent aux députés. Ils ont des sommes importantes pendant qu'ils ne font pas ce travail-là. On ne respecte plus le savoir dans ce pays-là. Tu sois docteur, tu es professeur, tu as tout ce que tu as dans ta tête, tu n'es plus considéré. On a mis le savoir à côté. Ce que tu connais, ça ne sert absolument à rien. Tu n'as aucune valeur. C'est les moins méritants, les médiocres, c'est eux qui sont décorés. Pour être décoré, il faut aller chanter la louange du président, il faut aller à la télé pour dire le président est comme ça, tel ministre est comme ça.
tant que nous ne revenons pas à notre valeur là, le Mali d'antan, parce qu'on a emporté, on a fait un empilement institutionnel pour pouvoir nous mettre vraiment dans une camisole de force qui ne dit pas son nom. Nous ne sommes pas les Blancs, nous ne sommes pas nous-mêmes. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous dans nos familles? Qui sommes-nous dans la rue? Et le seul garant de ça, c'est d'abord la première institution de la République qui doit être exemplaire, qui doit montrer la voie. Nous sommes des Maliens, on te dit qu'on est fiers de Sundiata, on est fiers de Moribo. Est-ce que ce que nous avons aujourd'hui, le comportement que nous avons aujourd'hui vis-à-vis de nos enfants, est-ce que c'est le même comportement? Nous, on a des enfants qui nous gouvernent nous-mêmes. On ne peut même pas parler à nos enfants. On ne peut rien dire, c'est les petits rois. Nous insultons nos grands frères n'importe comment. On ne respecte plus les vieilles personnes. Si tu n'as rien, tu n'es même pas considéré. Vous voulez que dans ce pays-là, que les gens ne volent pas? Ils vont voler. Et ce système est à la base des morts des jeunes qui sont à l'océan. Tous ceux qui sont décédés sur les cours de l'océan, ils reviennent à la charge morale de ceux qui ont géré ce pays-là depuis longtemps. Parce qu'on a fait cette lutte démocratique pour faire sortir le Mali dans ce que nous vivons. Et moi, je dirais tout simplement, pour terminer rapidement, pour terminer, il faudrait que nous comprenions qu'on ne peut pas faire le Mali avec un système d'autrui. Il faut que nous revenons à nos valeurs morales et ancestrales. Même si c'est difficile, qu'on essaye quand même. Qu'on essaye de refonder nos familles. Qu'on essaye de revenir à nos valeurs. Ce n'est pas difficile, mais un président nationaliste peut le faire à condition que lui, il se dégage des luxes dont les autres en ont besoin. D'accord. Merci, docteur Fomba, professeur Dambélé, monsieur Boukoum. Vous deux, vous n'avez pas encore dit les solutions à préconiser parce que dans leur discours, déjà, je vois des solutions. Monsieur Camara nous parle de la promotion du travail. Docteur Fomba nous parle du retour à nos valeurs. Professeur, quelles sont selon vous les solutions à préconiser à court, moyen et long terme, mais surtout à court terme? À court terme, ce qu'on va proposer, on a un peu peur de parler d'Ibrahim Boubacar Keïta ici, sinon la caméra va encore nous demander de laisser Ibrahim Boubacar Keïta en paix. Et bien, il va nous faire le cours de la République de Platon. Je ne savais pas que Platon avant 400... Et c'est que ce soir, nous manquons cruellement de temps. On va régler le problème de 2019 au Mali et non pas Platon, les Grecs. On est au Mali en 2019. Ibrahim Boubacar Keïta, président du Mali, il doit être en face de la réalité de ce pays. Ça n'a rien contre lui, mais c'est lui notre président. Je vais tout simplement proposer qu'on mette en place une base de données commune. Des solutions très simples aujourd'hui. Il faut mettre en place une base de données commune. Robert dit ça, il faut aujourd'hui digitaliser notre système de gestion administrative, financière et judiciaire. Il faut que notre justice soit une justice informatisée et qu'on ne puisse pas falsifier les données et que depuis la police, que les données qui soient rentrées soient visibles et infalsifiables. C'est possible aujourd'hui, la technologie nous permet de le faire. Il faut un audit régulier et indépendant des structures d'État. C'est là où ça pêche beaucoup. On ne fait pas de vrais audits indépendants, il faut un audit indépendant et régulier qu'on le fasse. Il faut la vérification des comptes des partis politiques. Les partis politiques sont devenus aujourd'hui un nid de corruption. On vole, on sert les partis politiques envoient leurs émissaires devenus des ministres, des PDG, etc., etc. Parce que tout simplement, les partis politiques s'alimentent avec le sang du pauvre malien. Est-ce que vous parlez ici de tous les partis politiques? Les partis politiques qui rentrent dans le gouvernement, les partis politiques qui ont des représentants PDG ici, PDG ça, et regardez, quand un parti politique a un député, combien il cotise tous les mois. Quand vous voyez un parti politique qui a un ministre, combien il cotise. Un ministre qui a été envoyé par un parti politique ne cotise pas comme un simple membre. Donc les partis politiques aujourd'hui, en tout cas pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart, sont devenus un nid de corruption, de vol, de détournement au Mali. Et ensuite, il faut renforcer les structures de lutte contre la corruption. Il faut leur donner un pouvoir de poursuite judiciaire. Sinon, ça ne marchera pas. Le vérificateur général, il vient de déposer son rapport. Il ne peut pas poursuivre ce homme-là. Donc, et le CLEI n'a pas vocation à poursuivre, mais peut alerter le procureur. Et ça ne marchera pas tant qu'on ne donne pas à ces structures-là le pouvoir de poursuivre, le pouvoir de s'auto-saisir et le pouvoir de mettre quelqu'un en prison parce que tout simplement, ils ont vérifié, ils se sont rendus compte que vous avez volé, on vous met en prison et on a des procureurs anticorruption pour qu'on ne les rattache pas directement à ces organismes et qu'ils travaillent au sein de ces organismes pour arrêter.
Je vais très vite. Il faut centraliser tous les achats publics dans un seul département digitalisé et rattaché, par exemple, à la primature. Il faut éviter que dans toute structure du Mali, tout le monde peut faire le marché public. Tout le monde. Non, il faut rassembler tous les marchés publics. Et désormais, les DFM, vous faites juste une demande et que la demande est vérifiée dans ces départements qui valident ou qui ne valident pas et qui fait. Et il faut donner le prix à tous les achats publics en avance. Un stylo coûte 125 francs, par exemple, on ne peut pas l'acheter à 230 francs. Le Diago coûte 400 francs, on ne peut pas vendre à 1500 francs parce qu'il y a des appels d'offres publics qui sont falsifiés ou avec des surfacturations, avec des fausses facturations. Si vous me permettez, Robert, justement, donne-moi deux minutes seulement. Dans tout ça, une minute. Dans tout ça, il faut ramener le tout à un dénominateur commun. Il faut informer le peuple malien, il faut former les populations, il faut sensibiliser les gens, il faut mobiliser les gens. Le Malien doit savoir à quoi ça coûte la corruption. Les 250 milliards, à quoi ça coûte? Vous savez, ce sont nos enfants qui meurent dans la mer. Ce sont nos enfants qui font les briques. Nos enfants arrosent les orangiers. Au Maroc, on vient nous vendre ces oranges au marché de Médine et nous achetons ça. C'est des enfants maliens qui sont vendus en Libye, qui meurent dans l'eau, qui sont mangés par les poissons. À un moment, il faut avoir le minimum de conscience aujourd'hui par les dirigeants maliens de se lever et d'en faire une priorité. Pas dans le discours politique, mais de faire rien. Je vais vous donner juste un exemple et je termine. D'accord. Quand vous prenez la zone cotonnière, c'est 7177 sociétés de coopératives. Et je parle de 7177 sociétés coopératives au Mali. Je parle bien de la Confédération des sociétés coopératives de producteurs de coton. Je parle bien des paysans maliens qu'on appelle CSCPC. C'est Robert 288 unions communales. C'est 41 unions secteurs, c'est 4 fédérations régionales, ça représente 4 500 000 paysans au Mali. Depuis une dizaine d'années, nos investigations nous donnent aujourd'hui des éléments concrets qu'il y a eu un détournement de 20 milliards de francs CFA sur le dos des paysans maliens. Et je le dis et je possède des éléments concrets parce qu'on va porter plainte dans les jours qui suivent. Et on va porter plainte parce qu'il faut donner ses droits aux paysans maliens. C'est ça le Mali d'aujourd'hui. Même le paysan malien est volé. Ça représente 4 500 000. Alors, la question que je me pose ce soir, est-ce que la CMDT est dans la posture de laxisme, de négligence ou dans la complicité? Parce que la CMDT, les fonds proviennent de la CMDT. Et ces fonds doivent servir à la formation, à la sensibilisation, aux missions de fonctionnement de ces coopératives. La CMDT doit demander juste une chose, M. Robert. C'est le programme d'activité des sociétés coopératives, niveau communal, niveau régional, niveau secteur, avant de débloquer les fonds. La CMDT doit demander le PV du conseil d'administration ayant validé le programme d'activité aux différents niveaux. La CMDT doit demander les rapports d'activité et des états financiers des activités de l'année antérieure avant de débloquer. La CMDT doit demander les relevés bancaires de tous les comptes ouverts pour les régions et les fédérations et les confédérations. La CMDT ne fait pas ça, elle continue à verser l'argent à cette confédération des sociétés coopératives de producteurs de coton et depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, nous sommes en investigation et nous avons des preuves. Les comptes se trouvent à la BNDA. Il y a 3 comptes et plus qui nous permettent aujourd'hui, avec des experts comptables, M. Robert, notre plateforme est au courant, nous allons porter plainte. Il y a au moins 20 milliards qui ont été volés, détournés de l'argent des paysans maliens. 4 500 000 paysans, dont les enfants viennent faire des katakatana à Bamako, où les enfants sont obligés d'aller mourir dans le désert, où les enfants vont mourir dans la mer. Il y a des gens qui volent ça. Et nous allons porter à la tête de ces confédérations, Robert, et je termine, permettez-moi, à la tête de ces confédérations, les Maliens doivent savoir qu'il y a M. Bakary Tougola. Il y a M. Raymond qui est le président, Bakary Tougola. Le coordinateur, c'est Raymond Dansoko. Il y a le responsable administratif et financier, Fadjala Koulibaly. Il y a le comptable, Mamadou Tougola, qui est le neveu de Bakary Tougola. Il y a le trésorier, Pierre Doumbia. Nous allons porter plainte. On ne peut pas voler 20 milliards de Maliens, qu'on s'assoit à Bamako, qu'on se fasse des fêtes. 20 milliards de Maliens. 20 milliards de francs CFA des Maliens, qu'on vole des paysans maliens et qu'on se plaise à Bamako. D'accord, merci. Merci, professeur. Monsieur Bokoum, voilà, quelle solution à préconiser selon vous? Bon, les solutions, n'est-ce pas, camarade? Pétain était dans l'histoire.
Déjà, c'est mon temps de parole. J'ai le droit de Vous dire avez ce 2 que minutes, je pense. M. Bokoum. Pétain était dans l'histoire, le général de Gaulle était dans l'histoire, Hitler était dans l'histoire, mais ils ne sont pas rentrés de la même façon et ils ne figurent pas de la même manière. Donc, Ibeka peut être dans l'histoire, il peut être figuré, mais pas de la même manière que ceux qui ont contribué à faire le Mali. Et donc, je reviens à la situation. Quand nous regardons aujourd'hui, pour régler le problème de la corruption, il ne s'agit pas seulement de porter plainte, parce que ce qui peut-être peut échapper à professeur, c'est que là où il porte plainte est aussi gangréné par la corruption. Là où vous portez plainte dans les tribunaux à tous les niveaux, c'est le niveau de corruption est au maximum. Vous voyez au Mali, quand vous mutez un juge et vous le mettez dans une zone calme, il n'en veut pas, il fait des histoires. Parce qu'il veut aller dans une zone de conflit. Et ce qui demande beaucoup de travail, normalement en temps normal, quand il n'y a pas de corruption, c'est préférable d'être dans une zone calme pour au moins avoir moins de problèmes. Mais aujourd'hui au Mali, que ce soit les gendarmes ou les juges, chacun demande à être dans une zone tourmentée, dans une zone de conflit, pour pouvoir mieux se faire et mieux faire son argent. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut déjà comprendre que la lutte contre la corruption ne peut pas se faire avec cet instrument que nous disposons. Il ne peut pas se faire avec ce système que nous disposons, parce que bien c'est bien. Donc moi je pense aujourd'hui que la situation, c'est que nous devrons venir à la conclusion qu'il faut déjà défaire le système qui est là, qui est un préalable. Et après avoir défait, il faudrait mettre sur place un plan de carrière pour les fonctionnaires. Parce qu'il y a des mesures d'accompagnement. Il ne s'agit pas de mettre les gens en prison. Il ne s'agit pas forcément de couper des têtes. Parce que le système a installé, ce qui s'est installé au Mali, a imposé aux gens de se conduire d'une certaine indigne, souvent au mépris de toutes les règles et au mépris de leur dignité. Mais c'est vrai qu'il y a certains qui sont allés au-delà du besoin, sont rentrés dans un système de l'opulence et de façon à piller l'État et de l'exposer de manière ostentatoire. Ces gens-là ne sont pas aussi nombreux que ça. Mais dans ce cas, je dis, il faut un plan de carrière pour les fonctionnaires, pour les protéger. Il faut également une stabilisation au niveau de l'administration, qu'on ne nomme pas les gens chaque 6 mois, les révoquer chaque 2 mois, permettre à l'administration et aux responsables de l'État d'avoir une vision décennale, quinquennale, les permettant de pouvoir construire l'État et se faire en même temps, mais dans le calme total, sans qu'il y ait cette pression derrière. Et après, il faut que l'État malien puisse récupérer son école. Cela est une obligation pour l'État de payer l'enseignement de tous les enfants de la République, sans exception. De prendre en charge la santé publique et d'en faire une affaire nationale. Que ceux qui sont là, qui prennent des charrettes, que ceux qui sont dans les brousses, soient financés et payés et soignés par l'État malien. Nous en avons les moyens et nous en avons également les capacités de le faire. Et vous avez également, enfin, il faut la moralisation de la vie publique. Il faut une moralisation. Et cette moralisation passe par des lois, par, disons, des enquêtes de moralité, qu'un homme ne puisse pas aller chercher le suffrage du peuple malien lorsqu'il est impliqué dans des affaires de détournement. Et lorsque vous êtes soupçonné de corruption, la démission doit être obligatoire, que l'on puisse aller légiférer dans ce sens et faire en sorte que l'on puisse poser au préalable des garde-fous qui puissent permettre à l'État malien de reprendre tout doucement un processus normal de vie que d'aller sur une répression aveugle qui fera finalement, qui n'aura pas d'effet, parce que Moussa Traoré a mis des centaines de personnes en prison dans la lutte contre la corruption. Alpha Omar l'a fait, mais ça n'a jamais rien servi. Donc aujourd'hui, la seule manière est de refaire le système en dégageant ceux qui sont au pouvoir actuellement et de refaire un nouveau système qui est capable d'être au service des Maliens. Merci, M. Bokoum. M. Camara, avez-vous d'autres solutions à ajouter aux solutions que vous aviez citées un moment? Bien. Comme dernier mot. Très bien. Donc, j'allais dire à mon cousin Babarou Bokoum que l'histoire ne se répète pas. Karl Marx dit que quand elle se répète pour la première fois, elle devient une tragédie. Et pour la seconde fois, elle devient une comédie. Il se trouve que Pétain, c'est en France. Et c'était de 1900, n'est-ce pas, dans les années 1939. Mais nous sommes au Mali de 2018, où le président Ibrahim Boubacar Keïta, alors sur 24 candidats, est sorti vainqueur des élections. D'accord, M. Camara, s'il vous plaît. Donc c'est vous dire toute la confiance et revenons du maintenant peuple au sujet. Au président Ibeka. S'il vous plaît. Maintenant, cela dit, je réitère que il faudra éduquer les citoyens. Si nous sommes tous d'accord que la corruption est un mal à combattre,
Ce mal, nous devons le combattre depuis nos familles. Ce mal, nous devons le combattre depuis les classes, n'est-ce pas, de l'école. Ce mal, nous devons le combattre dans la rue. Et en tant qu'enseignant, je crois aux vertus bienfaisantes de l'éducation. Au-delà, il est clair que, à des moments précis de l'histoire de ce pays, on a été amené, effectivement, alors à mettre des gens en prison pour sanctionner, pour donner l'exemple. La sanction était mal nécessaire. Lorsque, n'est-ce pas, des fonctionnaires indélicats ou des cadres indélicats de l'État, n'est-ce pas, ne se comportent pas selon l'orthodoxie, n'est-ce pas, que requièrent les fonctions qu'ils occupent, il est logique qu'ils soient sanctionnés. Donc la sanction, n'est-ce pas, fait partie effectivement des mesures à promouvoir. Mais que ces sanctions-là ne soient pas encore des prétextes pour faire, n'est-ce pas, la chasse aux sorcières ou des règlements de comptes politiques. Maintenant, dernièrement, je dirais simplement que il est extrêmement important qu'on fasse attention à ne pas encore attaquer des gens sur la base des suppositions, des oui-dire, hein, on a entendu, on a appris. Vous savez, n'est-ce pas, j'ai beaucoup de respect pour le professeur Clément, hein, il a, n'est-ce pas, cet avantage de certaines informations que je n'ai pas. Mais au Mali, chacun a sa liste. Hein. Ils disent avoir leur liste. Mais moi aussi, j'ai ma liste. Il faut diffuser. Donc, vous voyez un peu. Et chacun a sa liste. Et tout le monde presque est suspecté d'avoir fait ci ou d'avoir fait ça. Et si on prend garde, finalement, on va se poser on va se dire que dans ce pays, il n'y a pas de personnes vertueuses. Toute chose que je refuse. Toute chose que je refuse. Merci, merci Monsieur Kamara. Merci beaucoup. Docteur Fomba, vous avez le tout dernier mot et dites-nous quelles sont les solutions que vous préconisez, vous. Voilà, la première solution que moi je préconise, il faut que désormais que la corruption soit inscrite dans les crimes imprescriptibles. Et deuxièmement, il faudrait aussi que le président de la République n'ait plus le pouvoir de nomination abusive, qu'il y ait une commission importante pour essayer de juger sur la moralité et l'intégrité des gens qui doivent être nommés pour les services publics de l'État. Il faut protéger l'intégrité physique et morale de tous les travailleurs. Et il faudrait éviter désormais de décorer des politiciens à la place des fonctionnaires et des travailleurs. Il ne faudrait pas qu'on limite le Mali à Bamako. Il y a des fonctionnaires qui sont dans les coins, qui sont là-bas, qui travaillent pour ce pays, mais dont l'effort n'est pas reconnu. Et en dernier lieu, je dirais, il faudrait toute la transparence autour de toutes les richesses du Mali, y compris les mines, dont certains sont en train aujourd'hui de s'accaparer pour en faire un fonds pour mettre le pays dans le péril. Tout ça, c'est un système politique qui a établi. Et je dirais aujourd'hui, comme disaient d'autres, Ibeka ne se réveille pas, mais c'est au peuple malien de se réveiller parce qu'il fait partie du système. Et on doit combattre ce système pour le grand bonheur du Mali, y compris nous tous. Nous sommes dedans, il faut combattre pour faire sortir le Mali de ce pétrin. Voilà ce que moi je dis. Et vraiment, ensemble, la lutte contre la corruption commence depuis nos familles jusqu'au haut sommet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Dr Fomba. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous suiviez l'émission politique, le débat d'Africa Télévision, qui ce soir portait sur le thème « La corruption au Mali, veut-on vraiment combattre le fléau ?» avec le professeur Clément Dambélé, professeur de Sciences Po, grande figure de la lutte anticorruption au Mali, Monsieur Babarou Bokoum, secrétaire politique du parti SADI, Monsieur Chekne Kamara, président de la plateforme citoyenne Les Bâtisseurs, et Dr Abouakar Sidiki Fomba, président du parti ADPM, Alliance démocratique du peuple malien. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Vraiment, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, quant à vous, nous vous souhaitons vraiment de passer une agréable semaine de travail. Et rien que le travail est toujours le travail. Évitons les gains faciles, Mesdames, Messieurs. Bonne soirée à toutes et à tous.